Bien, bonjour à tous. Je crois qu'on m'a dit que les deux prochaines séances se tiendraient dans l'amphi Marguerite de Navarre. Donc voilà, l'annonce est faite. Alors, comme je l'ai rapidement indiqué la semaine dernière, le cours de cette année sera consacré à la question de la valeur de la connaissance. Donc, il prendra la forme de 6 séances de 2 heures et d'un colloque international qui se déroulera les 23 et 24 juin et qui portera plus précisément sur l'épistémologie du désaccord. Alors, je voudrais aujourd'hui présenter le cadre général de la réflexion en commençant par quelques rappels historiques et conceptuels qui ont trait à certains développements récents et en particulier à ce qu'on appelle un tournant axiologique en philosophie de la connaissance, des développements qui ont eu pour effet de mettre au premier plan la question de la valeur de la connaissance. Après quoi, comme vous le voyez sur la feuille d'accompagnement, j'ai un petit peu indiqué le plan que je suivrai. J'indiquerai quels sont les éléments du problème de la valeur de la connaissance, avant de passer à l'examen de la première série de difficultés. Ces difficultés ont trait à la question de savoir si l'on a ou non raison de considérer comme généralement, c'est l'intuition que nous avons en tout cas, que la connaissance a plus de valeur que la croyance, même si cette croyance est vraie, et même si cette croyance, ce qui est peut-être plus difficile encore à penser, si vous voulez, même si cette croyance est non seulement vraie, mais justifiée, c'est-à-dire dotée de bonnes raisons ou de bonnes garanties. Nous verrons que pour que l'on puisse envisager de trouver un commencement de réponse satisfaisante à cette question de la valeur de la connaissance, il nous faut d'abord expliquer pourquoi, de fait, la connaissance ne se ramène pas, ne se réduit pas à la seule croyance vraie et justifiée. Contrairement, là encore, peut-être à quelque chose qui n'est pas si facile à penser, puisqu'on peut considérer, Dieu, si on a une croyance, qu'elle est vraie, qu'elle est pourvue de bonnes raisons, que pouvons-nous souhaiter de plus ? C'est quand même étrange de penser que cela ne nous donne pas une bonne connaissance. Nous allons voir que, paradoxalement, ça ne suffit pas. Bien. Alors, on verra ensuite que si nos intuitions donc, nous portent, semble-t-il, à accorder une valeur supérieure à la connaissance par rapport à la croyance vraie, cela, en fait, ne va pas forcément de soi, contrairement à notre première réaction. Je vous ai dit la semaine dernière qu'en philosophie, il fallait pratiquer toujours les choses de telle manière que nous procédions à des massages énergiques de nos intuitions communes, n'est-ce pas ? Et là, nous allons voir que, précisément, s'agissant de cette question, c'est le moment ou jamais de commencer. Donc, je dis que cela ne va pas forcément de soi, car il suffit pour s'en convaincre de voir quelle est l'attitude un peu ambivalente de Platon dans un fameux passage que vous connaissez sûrement du Ménon, le fameux passage sur la route qui conduit à Larisse ou Larissa, selon la traduction. Donc je proposerai alors dans un 5e moment quelques solutions pour essayer de sortir de ces apories, mais en indiquant aussi que les modèles qui sont le plus souvent proposés aujourd'hui n'offrent, à mon sens, que des réponses partiellement satisfaisantes. Ce pourquoi, si nous ne voulons pas trop céder aussi bien aux relativistes qu'aux sceptiques, il nous faudra sans doute chercher une autre conception de la connaissance, si du moins nous voulons aussi pouvoir répondre non seulement à la question de la valeur de la connaissance, mais plus largement à la question des valeurs épistémiques qui débordent très largement
la question de la seule connaissance. Par valeur épistémique, on peut entendre, par exemple, la sagesse, le fait d'être capable de comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Toutes ces choses relèvent de ce qu'on pourrait appeler très largement le domaine de la valeur épistémique. Vous voyez, donc, il faudra que nous distinguions à un moment aussi ce qui relève de la valeur de la connaissance stricto sensu et ce qui a trait plus largement au domaine des valeurs de connaissance ou valeurs épistémiques au pluriel. Bien. Alors, si donc le plan du propos est à peu près clair dans vos esprits, on peut, si vous voulez, commencer déjà par la première étape de l'examen, c'est-à-dire par un petit état des lieux conceptuels et historiques. Bon, je pense qu'il est banal de rappeler, mais peut-être qu'il faut tout de même le faire, que la philosophie de la connaissance, c'est cette discipline qui s'attache à des questions fort classiques, telles que, précisément, qu'est-ce que la nature de la connaissance? Qu'est-ce qu'une croyance justifiée? Quelles sont les sources de la connaissance? Peut-il y avoir des connaissances a priori? Avons-nous des critères de distinction, comme je l'ai suggéré la semaine dernière, entre des connaissances a priori et des connaissances a posteriori? De quelles armes disposons-nous pour répondre ou en tout cas pour trouver des parades efficaces? Je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre, nous le verrons dans 2 semaines, en tout cas des parades efficaces aux défis sceptiques. Bon, ces questions ont reçu, en fait, depuis une date relativement récente, je dirais depuis une trentaine d'années, guère plus, des réponses extrêmement sophistiquées, au sein notamment de la tradition de la philosophie de la connaissance contemporaine. Et pour les aborder, et évidemment dans le but d'essayer de les résoudre, toute une série d'outils conceptuels ont été introduits, progressivement affinés, devenant parfois, il faut le reconnaître, très techniques et faisant appel souvent aux ressources de la logique, de la théorie des probabilités et de la décision, mais aussi aux ressources, nous allons voir et comprendre pourquoi, de la psychologie cognitive, voire de l'éthologie et de la biologie évolutionniste dans ses versions les plus naturalistes. Rassurez-vous, je ne vais pas empiéter sur les cours de mes collègues, mais j'indique d'ores et déjà qu'un certain nombre de questions que nous allons aborder, vous allez voir assez vite qu'elles ont évidemment des implications tout à fait importantes et intéressantes pour ces autres domaines du savoir. Mais je pense que justement, c'est une manière aussi d'emblée de bien comprendre que le domaine de la philosophie de la connaissance, qu'on a parfois eu tendance, notamment dans notre pays, à tenir un petit peu, ou à interpréter sous le terme péjoratif de épistémologie, c'est-à-dire, grosso modo, on ne sait pas très bien si c'est de la philosophie des sciences, d'histoire des sciences, de la logique, enfin bon, c'est en tout cas quelque chose dans lequel il n'y a peut-être pas beaucoup de pensée. Il y a beaucoup de formalisme, il n'y a peut-être pas beaucoup de pensée. Bon, je pense que nous allons voir qu'en réalité, c'est une discipline très large et dont précisément les contours sont en train singulièrement de se redessiner. Alors, si nous essayons tout simplement de reprendre les choses le plus platement possible, on peut dire que le projet d'une philosophie de la connaissance remonte à Platon et notamment à ce beau texte du Théétète où le savoir, vous vous en souvenez, est défini comme l'opinion vraie pourvue de raison. On peut dire que ce n'est vraiment que dans la philosophie contemporaine de la connaissance que s'est fixé de façon systématique le cadre général de l'entreprise visant justement à définir notre notion usuelle de connaissance et de savoir et à s'interroger sur les conditions de vérité des attributions de connaissance de la forme X
c'est que P. Bon. C'est-à-dire un sujet à la connaissance d'une proposition. Nous avons affaire à ce qu'on appelle une attitude propositionnelle, à un savoir propositionnel. Presque toutes les analyses, du moins jusqu'aux 20 dernières années, et nous allons comprendre pourquoi, sont presque toutes parties de cette définition traditionnelle, héritée donc du platonisme, à savoir les conditions nécessaires pour qu'un sujet sache que P, donc, je répète, est un savoir propositionnel, sont les suivantes. Première condition, je l'ai indiqué sur la feuille, il faut que le sujet croie que P. Autrement dit, il faut qu'il y ait une condition de croyance au savoir. Quelqu'un qui ne croit pas quelque chose ne peut pas être dit connaître quelque chose. Deuxièmement, deuxième condition nécessaire, il faut que P, la proposition P, n'est-ce pas, soit vraie. C'est ce qu'on appelle la condition de vérité, ou on dit encore la condition de factivité du savoir. C'est-à-dire, quand vous connaissez quelque chose, nécessairement ce quelque chose est vrai. Vous voyez tout de suite la différence entre une attitude propositionnelle de type croyance et une attitude propositionnelle de type connaissance. Le fait d'entretenir une croyance n'implique pas du tout que ce que vous croyez soit vrai. En revanche, si vous connaissez quelque chose, nécessairement ce que vous connaissez est vrai. Donc vous voyez, il y a déjà une différence dans la structure logique même de la croyance et de la connaissance par cette deuxième condition, n'est-ce pas, qui caractérise la connaissance, la condition de vérité ou de factivité. Bien. Ensuite, troisième condition, et vous voyez qu'on retrouve tout à fait les trois axes de la définition platonicienne, il faut que vous ayez une bonne raison, une bonne garantie, si vous voulez, ou que vous soyez pleinement justifié à croire que P. Bon, donc voilà les trois conditions nécessaires, mais peut-être pas suffisantes, c'est tout le point, n'est-ce pas ? Mais en tout cas nécessaires pour qu'on puisse dire de quelqu'un qu'il sait quelque chose. Il faut qu'il croie quelque chose, que ce quelque chose soit vrai, et troisièmement, qu'il ait de bonnes raisons de croire cette chose. Bien. Tout le travail de la philosophie de la connaissance a dès lors consisté à remplir en quelque sorte l'agenda fixé par ces divisions en construisant des théories spécifiques de la croyance, de la vérité et de la justification. Vous voyez ? Donc, en fonction des théories de la croyance qu'on développait, en fonction des théories de la vérité qu'on pouvait avoir, et en fonction des conceptions ou des théories de la justification qu'on pouvait produire, naturellement, cela donnait des variantes tout à fait intéressantes de la définition même qu'on pouvait proposer de la connaissance. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de toutes ces théories, je vous renvoie pour ce faire, il y a maintenant en français de très bons manuels d'introduction aux théories contemporaines de la connaissance. Je ne l'ai pas indiqué dans la bibliographie, je le rajouterai sur le site web. Donc vous trouverez, n'est-ce pas, Milia Chevrin, un petit volume qui s'appelle Philosophie de la connaissance, avec tous les textes classiques déjà de la philosophie contemporaine, qui vous montreront comment déjà la littérature est extrêmement avancée sur tous ces aspects. Bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une littérature seulement en langue anglaise, n'est-ce pas ? Nous avons aussi en français des philosophes qui ont travaillé depuis un certain temps sur ces questions et qui ont donc publié dans notre belle langue les textes, souvent en les traduisant, mais pas seulement. Bien. Alors, cela posé, il est apparu assez rapidement qu'en réalité, il était évidemment, vous en doutez, en philosophie c'est toujours ainsi, c'est toujours un combat, il était extrêmement difficile de s'accorder, de mettre tout le monde d'accord sur ce qui définit la connaissance, sur les théories de la vérité, sur les théories de la justification qui devaient accompagner cette définition.
en restant dans le cadre définitionnel classique de la connaissance. Au point que, vous verrez tout à l'heure, je prendrai un exemple très simple, je vous demanderai tout simplement de travailler avec moi sur une expérience de pensée, vous verrez pourquoi c'est extrêmement compliqué en fait de parvenir à trouver quelque chose qui nous amène à une définition qui tienne les trois, n'est-ce pas, les trois caractéristiques ensemble. Bien. En tout cas, il est évident que toutes les tentatives qui ont été menées se sont plus ou moins soldées par un échec, soit qu'on n'ait pas disposé de la bonne théorie de la vérité, soit qu'on n'ait pas réussi à véritablement tirer au clair tout ce qui avait trait à la question de la justification. Et donc, la conséquence de cette déroute, si j'ose dire, d'un certain nombre de tentatives des philosophes contemporains de la connaissance, fait que, comme c'est souvent le cas, on a commis le péché inverse, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'il fallait peut-être tout simplement revoir totalement nos ambitions relativement à la connaissance ou à cet idéal, vous voyez, classique, antique, de définition satisfaisante du savoir. Alors, il y a eu, de ce point de vue, et un petit peu indépendamment d'ailleurs, cela ne s'est pas toujours fait en parallèle avec les échecs successifs des différentes tentatives. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Il y a eu, je dirais, des objections générales à ce programme d'une épistémologie générale de deux sortes, en fait, dans les années récentes, assez étroitement liées, je dirais, en provenance de ce qu'on peut appeler pour l'essentiel, d'une part, un tournant cognitiviste ou naturaliste, et d'autre part, ce qu'on peut appeler un tournant social de l'épistémologie, tournant qui, au dire de leurs partisans, n'est-ce pas, aussi bien les uns que les autres, aurait dû réveiller l'épistémologie classique de son sommeil dogmatique. Bien. Alors, la première objection, en quoi consiste-t-elle? Si on la résume, elle consiste à douter que l'on puisse définir des notions épistémiques comme celles que je viens d'évoquer, à savoir celles de croyance, de connaissance, de données probantes, evidence, dit-on en anglais, terme qui est très difficile à traduire et qu'il ne faut surtout pas traduire en français par évidence, n'est-ce pas, mais qui, pour les anglicistes, veut dire simplement c'est l'ensemble des données empiriques qui peuvent servir de preuve. Mais un petit peu comme, vous savez, Sherlock Holmes dit quelles sont vos évidences, hein, au sens de l'enquête policière, n'est-ce pas? Bon, alors, c'est très difficile de traduire ce terme, et en même temps, lorsque justement on a affaire à un courant en philosophie de la connaissance qui s'appelle en anglais evidentialism, si vous me trouvez un bon mot pour traduire autrement que par évidentialisme, je suis preneuse de ce terme, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé. Donc, ça pose quelquefois des problèmes. Bien, en tout cas, vous voyez, ce sont des choses telles que la croyance, la connaissance, les raisons probantes, la justification, la difficulté donc de définir en termes exclusivement conceptuels ce genre de choses, tel est le premier type d'objection qui a été adressé à la philosophie classique de la connaissance dans la tradition dont je viens de parler. Donc, les philosophes qui élèvent ce type d'objection soutiennent en général que les intuitions que l'on sollicite en épistémologie, sur des exemples et contre-exemples, via ce qu'on appelle la méthode des cas, de toute la série de textes déjà canoniques qu'on a appelés les textes issus d'un petit article paru en 1963 d'Edmund Gettier, « Est-ce que la connaissance et la croyance vraie justifiée ?» L'article fait 2 pages, vous voyez, mais un petit peu comme l'Isagoguet de Porphyre au Moyen-Âge, qui a donné lieu à des textes et des textes de milliers de pages, ce petit article de 2 pages de Gettier en 1963 a été le point de départ justement de toute une série d'analyses
pour essayer de répondre aux difficultés que Guettière posait, au point qu'on a parlé de guettierologie, vous voyez, pour se moquer un petit peu du tour parfois scolastique que pouvaient prendre justement les analyses menées dans cette tradition. Bien. Alors, donc, vous comprenez pourquoi justement certains critiques considèrent que, au fond, toutes ces intuitions ou cette méthode de cas que nous faisons travailler sur des concepts comme justification, données probantes, évaluation, connaissance, croyance, en réalité sont tout à fait relatives et fluctuantes. J'y reviendrai la semaine prochaine. Par exemple, il y a des auteurs qui considèrent que les Asiatiques n'ont pas les mêmes réactions que les Occidentaux sur ces cas. Ils n'ont pas la même impression qu'une croyance peut être vraie ou justifiée qu'un occidental. J'en reparlerai plus en détail la semaine prochaine. Mais vous voyez, le relativisme culturel va se nicher quelquefois là où... Bon. Alors, donc en tout cas, l'idée, c'est que, évidemment, la notion de connaissance devrait être plutôt analysée dans les termes, vous voyez tout de suite où est le point, dans les termes, dans les termes essentiellement biologiques, psychologiques, ou dans les termes des processus causaux et naturels qui produisent ces connaissances. Et donc, au fond, le terme même de connaissance finit peu à peu par glisser du côté du terme cognition. N'est-ce pas ? Bien. Bon, donc ça, c'est le premier type d'objection faite à cette tradition classique platonicienne, vous voyez, au nom de ce qu'on pourrait appeler un tournant cognitiviste ou un tournant naturaliste. Au fond, il s'agit d'aller plutôt regarder, plutôt que les concepts, d'aller voir un petit peu comment ils se sont formés, quelles sont les sources causales de nos connaissances, vous voyez, pour comprendre exactement, pour dire de quelqu'un qu'il sait quelque chose, qu'il est justifié à le croire, etc. Bien. Ça, c'est là, donc, la première série d'objections. Le second type d'objection, que j'ai appelé, qui émane de ce qu'on pourrait appeler le tournant social de l'épistémologie, c'est que justement, provient de la critique, si vous voulez, que l'épistémologie générale est trop étroitement individualiste et ne prend pas en compte la dimension sociale de la connaissance. Le sujet supposé savoir, dans la perspective platonicienne, au fond, c'est une espèce d'individu abstrait, non situé, dont les propriétés épistémiques sont définies indépendamment de tout contexte historique ou social. Bon, c'est comme si, au fond, l'épistémologie traditionnelle oubliait que les croyances et les connaissances sont largement partagées au sein d'une communauté, qu'elles sont acquises et transmises au sein d'un univers social. Vous voyez que ce type d'objection, en fait, n'est pas si éloigné que cela de la première, non seulement parce que les deux types d'objections insistent sur le caractère relatif et contextuel de la connaissance, mais aussi parce que toutes deux pointent en direction du fait que, au fond, le savoir et la justification de nos croyances ou de nos connaissances ne se laissent pas définir en des termes strictement conceptuels et normatifs, mais en termes descriptifs et naturels. Et vous voyez, du coup, la tâche de la description pourra fort aisément être confiée tantôt à la biologie ou aux sciences cognitives, tantôt à des disciplines telles que l'histoire, les sciences sociales, ou des combinaisons appropriées de ces disciplines. Mais d'une certaine façon, l'épistémologue peut aller se rhabiller.
C'est ce qu'on appelle une forme d'élimination pure et simple, n'est-ce pas, de l'épistémologie, qui est prônée quand même toujours assez fréquemment et qui remporte même toujours aujourd'hui un assez grand succès. Bien. Donc la tentation est forte, évidemment, de considérer que pour répondre, vous voyez, aux questions que j'ai soulevées, on doit se tourner vers l'épistémologie sociale, dont la réponse est, grosso modo, celle-ci. Vous voulez savoir en quoi consiste la valeur de la connaissance ? C'est très simple. La valeur de la connaissance repose, tient au fait, plus exactement, qu'elle repose sur le bien commun. Mais vous voyez que l'épistémologie, quant à elle, a pris un tour carrément éliminativiste, puisque, au fond, on envisage qu'elle peut laisser sa place à un programme, souvent d'ailleurs, enfin, selon les modulations, fort en sciences sociales, un programme qui a parfois d'ailleurs pris le nom de constructivisme social, d'archéologie du savoir-pouvoir, etc. Mais vous voyez, il s'agit bien d'un programme de remplacement de l'épistémologie qui insiste, je le répète, sur la relativité sociale et historique de la connaissance. Et donc, dès lors que vous dites la vérité est une institution sociale, vous n'avez plus évidemment de place pour les questions traditionnelles comme celles que j'ai posées. Vous voyez que la question « qui sait ?» importe beaucoup plus que le type de question qui importe dans l'épistémologie traditionnelle, à savoir « que savons-nous ?» et plus encore « comment savons-nous ?» Vous voyez ? Bon. Donc, évidemment, le déplacement d'intérêt va de pair avec un relativisme foncier quand il ne s'accompagne pas, je le répète, purement et simplement d'une élimination du problème. Alors, l'un des objectifs de mon cours, justement cette année, sera de montrer que c'est une chose de prendre en compte, à condition d'étendre, comme il convient, l'épistémologie classique, de prendre en compte, donc, par exemple, des sources de savoir incontestables, telles que sont, par exemple, les témoignages. Il y a actuellement toute une épistémologie extrêmement intéressante du témoignage. De prendre en compte aussi les formes d'attribution du savoir qui dépendent, par exemple, de contextes conversationnels variés. C'est toute la tradition qu'on appelle aujourd'hui en philosophie de la connaissance le contextualisme, vous voyez. Mais c'est tout autre chose de considérer que cela signe l'arrêt de mort de la philosophie de la connaissance comme telle et de ses problèmes. Vous voyez ? Bon. Donc, aussi diverses et difficiles, nous allons le voir, que sont les réponses que celle-ci peut apporter à la question de la valeur de la connaissance et à toutes les questions que j'ai mises dans l'agenda du cours, je vais m'efforcer de montrer que les réponses, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais disons conservatrices, puisque je voudrais conserver quand même l'épistémologie traditionnelle à la Platon, et encore plus peut-être à la Aristote, j'y reviendrai. En tout cas, que les réponses, disons, réformistes, semblent au moins devoir s'accorder sur un point. Je crois que si la connaissance a une valeur, et si cette valeur a quelque chose d'intrinsèque, alors il est douteux que la connaissance non seulement soit intégralement asservie à l'intelligence et à nos intérêts pratiques, sociaux et vitaux, y compris aux types et méthodes de raisonnement que cela le plus souvent implique, mais plus encore qu'elle se définisse en ces termes, comme le voudraient certains auteurs tentés par telle ou telle dérive pragmatiste ou sociologique de la connaissance. Voilà.
Donc, voilà ce que je souhaiterais que nous essayions de mener à bien dans le temps de ces 6 séances que nous avons ensemble. Alors, le cadre posé, je voudrais maintenant revenir un peu sur ce dont je vous ai parlé au début, à savoir à l'importance de ce que j'ai appelé, dans les développements récents de la philosophie de la connaissance, le tournant axiologique, c'est-à-dire, vous voyez, le regain d'intérêt précisément qui est tout à fait intéressant, qui est tout à fait net relativement à toute une série de questions touchant justement à la valeur de la connaissance, aux valeurs, aux normes épistémiques, à toute une série de questions qui témoignent que peut-être que les questions traditionnelles ne sont peut-être pas aussi mortes que certains voudraient bien le dire. Nous allons voir qu'elles sont au contraire même d'une extraordinaire vivacité. Donc, précisément, le domaine de la philosophie de la connaissance contemporaine, c'est un domaine en plein essor qui connaît aujourd'hui une restructuration profonde. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi un domaine qui s'est élargi. Et on s'est justement rendu compte, notamment, ou plutôt parce que l'on a redécouvert, vous voyez, des thématiques classiques, que des questions comme celle de la nature de la justification épistémique avaient certains rapports avec les problèmes de la justification en éthique. Vous voyez, dans les deux cas, aussi bien en philosophie de la connaissance qu'en éthique, vous avez affaire à des évaluations et à une enquête normative, n'est-ce pas ? Donc, peut-être que c'est intéressant de voir comment on peut montrer précisément que, y compris dans le domaine de l'éthique, on peut réaliser un certain nombre de jugements parfaitement objectifs, vous voyez, qui peuvent donner lieu à des évaluations, à des justifications parfaitement rationnelles. Bon. Donc c'est très intéressant de voir, de comparer précisément ce qui se passe dans le domaine de la justification épistémique et ce qui se passe dans le domaine de la justification éthique. Bon. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait plus que des analogies, peut-être des homologies, entre le domaine de la rationalité théorique et le domaine de la rationalité pratique. Vous voyez ? Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement théorique et est-ce que véritablement les raisons théoriques sont si différentes des raisons pratiques ? Ou est-ce que, justement, il est possible de calibrer d'une certaine façon, enfin, de façon harmonieuse, vous voyez, les raisons pratiques que nous pouvons avoir avec les raisons théoriques ? Quelquefois, elles ne vont pas de pair, n'est-ce pas ? Bon. Est-ce qu'éventuellement, il vaut mieux, ou il est peut-être même justifié de faire passer avant ces raisons théoriques certaines raisons pratiques ? Vous voyez ? Bon. Toutes ces questions sont extrêmement vives, débattues, et évidemment vous montrent que la philosophie de la connaissance et la philosophie morale, mais aussi la philosophie de l'action, ont évidemment des frontières de plus en plus ténues, n'est-ce pas ? Bon. Et ont tout intérêt justement à travailler de concert pour enrichir leurs réflexions respectives. Bien. Alors, donc il est entendu aussi, par exemple, que on peut essayer de comprendre pourquoi, lorsqu'on se livre à une évaluation éthique, cela comporte un certain nombre d'obligations relativement, ou en tout cas met en jeu un certain nombre de processus relatifs à nos évaluations cognitives elles-mêmes. Et là, vous voyez, ce sont les liens entre, cette fois, la philosophie de la connaissance et, parce que je n'ai pas du tout dit tout à l'heure que je mettais complètement de côté, naturellement, les sciences cognitives, la philosophie de l'esprit, au contraire, n'est-ce pas ? Ce que je vous ai dit, c'est qu'il fallait se garder absolument de réduire les questions de la philosophie de la connaissance à des questions de cette nature. Mais il faut au contraire essayer d'utiliser, vous voyez, en approfondissant la perméabilité des frontières, il est très très important de voir comment, vous voyez, les domaines peuvent, là encore, s'enrichir l'un l'autre.
Bon, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis les années 60, notamment à partir de ce petit article de Guettière, on examinait donc surtout la connaissance à partir de la définition platonicienne tripartite comme croyance vraie justifiée. Puis on s'est aperçu que ces trois conditions ne permettaient pas de définir la connaissance de manière satisfaisante. Par exemple, et c'est un point dont nous allons devoir nous souvenir, on s'est notamment aperçu que lorsque quelqu'un sait quelque chose uniquement par hasard, vous voyez, alors, de toute évidence, on ne peut pas dire de lui qu'il sait. Le fait que vous découvriez quelque chose, ou même quelque chose de vrai, n'est-ce pas, ou que vous ayez de bonnes raisons de penser la chose, si vous tombez dessus d'une certaine manière, comme ça, vous voyez, intuitivement, vous ne considérerez pas que c'est quelque chose qui relève d'une connaissance. Je vous prendrai tout à l'heure un exemple, vous verrez que c'est assez simple de comprendre pourquoi cet élément de chance, de hasard, de luck, vous voyez, qui d'ailleurs a des points communs avec aussi le problème en éthique de la chance morale, vous voyez, est un problème extrêmement difficile à régler lorsqu'on essaie de comprendre quelles sont les conditions de possibilité d'une connaissance, vous voyez. De même que la chance morale est quelque chose qui est une espèce de, vous voyez, de choses désagréables pour qui veut essayer d'avoir une sorte d'éthique bien huilée dans laquelle vous faites comprendre quelles sont les conditions à partir desquelles vous pouvez dire d'un acte qu'il est coupable, qu'il est responsable, que vous avez respecté telle obligation. Oui, et puis la chance intervient. Ah, pouvez-vous dire de l'individu qu'il est parfaitement responsable, qu'il est coupable, etc. Vous voyez ? Bon, la chance, la fortune, c'est toujours quelque chose qui gêne énormément toute investigation philosophique, parce qu'évidemment, surtout quand elle essaie de trouver un certain nombre de conditions, sinon nécessaires et suffisantes, du moins un certain nombre de contraintes rationnelles, eh bien, de temps en temps, elle est obligée d'accorder une place non négligeable à cet élément. En tout cas, les philosophes, pour conjurer en tout cas cette fortune épistémique, les philosophes ont proposé des conditions qu'on appelle dans le jargon soit internalistes, c'est-à-dire pour renforcer les conditions de justification des croyances accessibles au sujet, n'est-ce pas ? Soit des conditions externalistes, c'est-à-dire on a essayé de renforcer au fond les conditions de formation des croyances, indépendamment de l'accès du sujet, mais aussi bien les analyses internalistes de la justification que les analyses externalistes de la justification sont restées, d'une certaine façon, en tout cas n'ont pas réussi à faire l'unanimité. Et Dieu sait si, pourtant, les philosophes ont fait preuve de subtilité dans leurs analyses. Alors, au fil des modifications introduites pour améliorer la définition de la connaissance comme croyance vraie justifiée, une conception majoritaire s'est faite autour d'une approche, et il faut que vous preniez bien conscience du fait que c'est vraiment une approche de la connaissance, ce n'est pas la seule, mais c'est une des deux approches vraiment majeures aujourd'hui de la connaissance, ce qu'on appelle une approche foncièrement causale et fiabiliste, reliabiliste, de la justification. Je le dis pour le monsieur qui traduit. La justification renvoie à la possession de concepts d'un certain type et l'évaluation des croyances dérive de l'évaluation des processus de formation des croyances. Donc vous voyez, il s'agit pour le philosophe de la connaissance d'évaluer la fiabilité de ces dernières ainsi que la fiabilité des mécanismes d'inférence qui gouvernent les transitions entre les croyances. Bon, l'un des philosophes qui s'est le plus illustré dans la défense de ce qu'on appelle donc le fiabilisme, c'est le philosophe américain Alvin Goldman, qui dit ceci: la logique ne peut à elle seule déterminer quels processus sont admissibles,
car cela dépend des propriétés de notre appareil cognitif de base. Ainsi d'ailleurs, ajoute Goldman, ce pourquoi il est aussi enclin à développer une certaine forme d'épistémologie sociale, mais qui n'a rien à voir, je tiens tout de suite à le dire, avec justement les formes éliminativistes d'épistémologie sociale que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est une forme d'épistémologie sociale dont nous aurons à voir précisément au cours de la dernière leçon à quel point elle permet d'intégrer toutes les dimensions que nous aurons naturellement à intégrer les dimensions sociales de la connaissance. Bien. Alors, une telle approche foncièrement externaliste, vous comprenez pourquoi c'est externaliste, n'est-ce pas? C'est parce qu'on essaie essentiellement de tenir compte non pas de l'accès que le sujet peut avoir, vous voyez, à ses connaissances ou à ses croyances, mais à la manière dont il les forme. Autrement dit, on va faire attention aux mécanismes de formation, vous voyez, et éventuellement aussi aux données extérieures sur lesquelles il s'appuie pour croire ou prétendre connaître ou justifier ses croyances. Vous voyez ? Donc externaliste en ce sens. Bon, mais vous voyez tout de suite que cette approche externaliste, dont vous comprenez bien aussi pourquoi elle a d'une certaine façon eu pas mal de succès et continue d'avoir aujourd'hui pas mal de succès, c'est parce qu'elle peut s'accorder avec une approche cognitive de la connaissance. N'est-ce pas ? Puisqu'évidemment, une approche cognitive de la connaissance, c'est une approche qui va essayer de faire comprendre comment la psychologie cognitive, la psychologie du développement, vous voyez, la formation même éventuellement les configurations neuronales de votre cerveau, telles qu'elles interviennent dans la psychologie cognitive, n'est-ce pas, vont avoir une incidence sur la manière même dont, et peut-être même le contenu, disent certains, de ce que vous croyez, de ce que vous savez. Bon. Pour le moment, je laisse cette question épineuse, très épineuse, en suspens. Bien. Mais vous voyez évidemment pourquoi une attitude fiabiliste, évidemment, se sent très à l'aise avec en même temps une approche relativement cognitiviste ou naturaliste de la connaissance. Bon. Mais vous voyez aussi tout de suite pourquoi une approche de ce type se heurte à une tension tout à fait ennuyeuse. D'une part, en effet, si c'est une théorie causale, elle doit seulement introduire des croyances causales, fiables, descriptibles donc en des termes précisément purement descriptifs et psychologiquement objectifs, c'est-à-dire indépendant de ce que le sujet, de manière interne ou à titre privé, sait ou croit, vous voyez, au sujet de ses croyances. Bon, donc il est bien obligé, vous voyez, de s'en tenir à ça. Hein. Mais d'autre part, cette théorie ne peut pas être purement causale. Pourquoi ? Parce qu'elle doit inclure aussi les croyances que le sujet devrait pouvoir former, c'est-à-dire des règles pour la direction de son esprit, en quelque sorte. Vous voyez ? Alors, cette seconde condition n'est pas seulement, il faut bien faire très attention à ceci, n'est pas seulement une condition internaliste, n'est-ce pas ? Elle est aussi normative au sens fort où elle suppose que le sujet doit, pour savoir, avoir conscience de ce qu'il devrait savoir. Vous voyez ? Et devrait ici a clairement un sens modal et déontique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que devrait porte sur une obligation et pas seulement sur une permission. En d'autres termes, vous voyez l'espèce de contradiction dans laquelle se trouve l'épistémologie fiabiliste. Elle se veut descriptive, psychologique, naturaliste, conforme à l'idéal des sciences cognitives dont elle s'inspire. Mais elle ne peut pas ne pas introduire des notions modales, prescriptives et normatives.
Dès lors, de deux choses l'une. Ou bien, il n'est pas possible d'expliquer ces notions en des termes eux-mêmes causaux et naturalistes, mais alors l'épistémologie ne peut pas formuler, vous voyez bien, ces principes et ces règles de justification de manière simplement causale ou psychologique, ce qu'elle prétendait faire. Ou bien alors elle le peut, ce qui est souhaitable, car si l'épistémologie doit renoncer au sens normatif de la notion de connaissance, ce qui est justement la difficulté de toutes les épistémologies qui ont essayé à la suite notamment de Quine, de se développer comme des épistémologies naturalisées, qui évacuaient totalement toute connotation normative, n'est-ce pas ? Bien, on peut se demander si, loin d'être un changement de doctrine, elle ne change pas purement et simplement de sujet, puisqu'elle doit pouvoir expliquer, si c'est une épistémologie digne de ce nom, n'est-ce pas, comment et pourquoi une telle normativité est compatible avec une analyse psychologique foncièrement naturaliste. Alors, ne vous méprenez pas, je ne dis pas du tout qu'une telle tentative soit d'emblée vouée à l'échec. Précisément, une partie de mes travaux actuellement consiste à essayer de voir comment on peut peut-être concilier, vous voyez, ce qui relève, comme je l'ai évoqué lors de la leçon la semaine dernière, ce qui relève en nous du naturel, vous voyez, du psychologique, et ce qui relève du normatif. On ne peut pas exclure, par exemple, que ce qui est en nous normatif émerge d'une certaine manière, mais qu'il faut expliquer, vous voyez, de la nature. Les émergentistes, par exemple, étaient des philosophes qui considéraient il n'était pas du tout nécessaire d'introduire un hiatus radical entre l'ordre de la nature et l'ordre des normes, mais qu'on pouvait peut-être expliquer, vous voyez, comment se faisait cette émergence. Je parlais la dernière fois de l'ambition qui était aussi celle de Kant, éventuellement, d'envisager quelque chose de ce type dans ce qu'il appelait un système de préformation de la raison pure. Vous voyez, comment peut-être on pourrait, ce qu'il faut bien quand même expliquer, comment il se fait, vous voyez, que nous soyons des individus qui soyons capables d'avoir des normes, d'exprimer des valeurs, de respecter des obligations, vous voyez, alors que nous sommes quand même des individus inscrits dans l'ordre de la nature. Donc, on veut bien qu'il y ait une rupture radicale, mais ça n'est pas non plus totalement satisfaisant pour la pensée, vous voyez ? En tout cas, donc, loin de moi l'idée qu'on ne puisse pas éventuellement, justement, essayer de trouver un moyen de comprendre, vous voyez, comment se fait le passage du naturel au normatif. Simplement, ce que je dis à ce stade, c'est que toute épistémologie qui s'imaginerait qu'elle peut faire l'économie d'une analyse de la normativité, vous voyez, se tromperait tout simplement de sujet. Elle ne traiterait pas de ce dont il est vraiment question, justement, lorsque l'on veut essayer de comprendre ce que veut dire connaître, n'est-ce pas, et ce que ça implique relativement aux normes, aux obligations, vous voyez, à tout l'aspect normatif, évaluatif, justificationnel, etc., qu'impliquent nos obligations épistémiques. Vous voyez ? Voilà. Bon, donc ça, c'est la première grande famille de pensée, mais vous comprenez aussi pourquoi, en même temps, elle a énormément de succès, parce que le plus souvent, les personnes qui travaillent dans le domaine de la psychologie cognitive ou des sciences cognitives aiment beaucoup les philosophes fiabilistes, parce qu'ils se disent, bon, moi, là, on est sur du solide, ils s'occupent aussi de déterminer comment nous formons nos croyances, ils croient qu'il n'y a pas seulement des raisons, mais qu'il y a des causes, donc, là, on est en terrain sûr, n'est-ce pas ? Oui, sauf que il convient bien, si c'est vraiment d'épistémologie que l'on parle, comprendre le passage, je répète, du naturel au normatif, n'est-ce pas ? Voilà. Bon. Donc ça, en tout cas, c'est la première grande tradition qui balise, si j'ose dire, le domaine le plus contemporain de la philosophie de la connaissance. Bon. Le second mouvement majeur de l'épistémologie des 10 dernières années a consisté, j'en ai dit quelques mots la dernière fois,
dans le surgissement d'une philosophie de la connaissance qui est davantage centrée sur l'agent de connaissance, vous voyez, sur ses capacités et sur ses vertus, beaucoup plus que l'épistémologie traditionnelle qui était essentiellement préoccupée justement des données empiriques, pouvant servir de preuve, des evidences dont peut disposer l'agent pour asseoir les conditions de vérité et de justification nécessaires, bien que, je dis, non suffisantes pour la connaissance. Il y a plusieurs auteurs tout à fait intéressants aujourd'hui dans cette tradition, essentiellement Ernest Sosa, Linda Zagzebski, il y a aussi une femme, John Greco, qui ont développé des figures extrêmement, vous allez voir, intéressantes. J'en parlerai pas en détail aujourd'hui, mais j'aurai l'occasion d'y revenir lorsque, dans la leçon, nous parlerons justement de la connaissance comme enquête et des vertus épistémiques. Mais l'idée, grosso modo, si vous voulez, est la suivante, en dépit donc des variantes tout à fait nettes qu'il y a entre les uns et les autres. Une croyance, dit par exemple Ernest Sosa, ne peut être garantie que si elle est non seulement le produit de processus causaux fiables, donc vous voyez, en même temps, ils admettent un fiabilisme de base, vous voyez, bon. Mais aussi de disposition et de capacité du sujet. Et, dit Sosa, on peut appeler ces capacités, ces dispositions, eh bien, des vertus. Et donc revenu, vous voyez, au sein d'une épistémologie qui était essentiellement, jusqu'à une date récente, post-kantienne et post-positiviste, un thème aristotélicien, plus aristotélicien cette fois que platonicien, vous voyez, celui des vertus intellectuelles. Selon certaines versions de ce qu'on appelle donc aujourd'hui l'épistémologie des vertus, les dispositions en question sont des aptitudes ou des capacités acquises qui se définissent essentiellement en termes fonctionnels. Selon d'autres versions, ce sont des habitudes volontaires qui impliquent, c'est notamment dans la version que propose Linda Zagzebski, un engagement de l'agent. Vous voyez ? Donc l'idée la plus générale est que si un agent a une connaissance, eh bien celle-ci, comme dit John Greco, peut être portée à son crédit. Vous voyez ? Bon. Donc, non seulement l'épistémologie des vertus introduit l'idée que les propriétés épistémiques telles que la vérité, la justification, ne sont pas les seules pertinentes pour l'évaluation épistémique, mais elle réintroduit aussi une idée fort intéressante, n'est-ce pas, qui est que un sujet connaissant, eh bien, est un sujet qui peut être soumis à une évaluation et qui peut être, selon les conceptions, là encore, vous voyez, plus ou moins proche de l'évaluation éthique, ou dont on peut aussi essayer de comprendre les aspects cognitifs, voire, comme on dit, métacognitifs. Pour les théoriciens de la vertu épistémique, ce qu'on appelle le monisme des valeurs, centré sur la vérité et la connaissance, doit donc plutôt céder la place à un élargissement à d'autres valeurs, telles que la compréhension ou l'épanouissement, la réalisation de soi, l'accomplissement de vertus intellectuelles associées à des vertus morales. Vous voyez qu'à partir de là, la question se pose de savoir si des notions, par exemple, telles que celle de contrôle volontaire, d'engagement, imposent ou non un retour à une forme d'internalisme qui avait été un petit peu laissée de côté dans la conception plutôt fiabiliste que j'évoquais tout à l'heure, qui était beaucoup plus propice, vous voyez, à une conception externaliste de la connaissance. Là, évidemment, si on déplace les choses du côté de l'agent de connaissance, cela réintroduit, fait venir au premier plan,
beaucoup plus une composante internaliste, et même dans certains cas, une conception déontologique forte de nos obligations épistémiques. Même si, même dans une perspective de cette nature, il est possible, c'est le cas de certains auteurs, de proposer une lecture naturaliste du contrôle, de la conscience, de la volonté et de l'engagement. Par exemple, ma collègue Joëlle Proust travaille en ce moment sur justement la manière dont on peut voir comment des procédures de contrôle, d'engagement, de conscience, vous voyez, opèrent déjà à un état métacognitif. Bon. Donc c'est très intéressant de voir qu'on peut aussi, y compris même si on reste dans le cadre d'une épistémologie des vertus, vous voyez, du modèle notamment Sosa, c'est-à-dire fiabiliste dans son esprit, on peut introduire aussi quelque chose comme une analyse de type, qui reste en liaison avec toute une série d'études qui peuvent se faire sur le plan empirique, n'est-ce pas, dans le domaine de la philosophie de l'esprit, de la psychologie cognitive ou de la métacognition. Vous voyez ? Bon, donc, vous voyez à quel point il est très important de ne pas opérer de clivage entre les différents secteurs et de ne pas se dire « Ah bon, bah alors, si celui-ci défend une conception platonicienne, alors c'est un intellectualiste. Si celui-ci défend une conception de l'épistémologie des vertus, alors c'est un aristotélicien farfelu qui croit encore aux essences, etc. » Voilà, vous voyez ? Donc, il convient d'être extrêmement circonspect dans les différents clivages et dans les différentes implications qu'on pourrait tenter de tirer de ces différentes avancées des secteurs. Je crois qu'au contraire, il faut se féliciter, vous voyez, de ce que la discipline de la philosophie de la connaissance, qui est en plein essor, rend vraiment de plus en plus fragiles les frontières traditionnelles auxquelles nous étions jusqu'à présent habitués. Bon, alors, je pense que le cadre récent, conceptuel et historique est posé, et nous pouvons donc maintenant entrer in medias res, c'est-à-dire dans l'examen de la question de savoir pourquoi, comme c'est le plus souvent le cas, nous avons tendance à penser que la connaissance a une valeur, premièrement, et deuxièmement, que cette valeur est quelque chose qui est supérieur, vous voyez, au simple fait d'avoir une croyance vraie et justifiée. Donc, à quoi je vais surtout me consacrer donc, maintenant, dans le reste de la leçon, c'est à l'examen de ce point, pourquoi on accorde généralement plus de valeur à la connaissance qu'à la croyance vraie et justifiée. Je présenterai quand même, si vous voulez, les principales étapes que nous suivrons dans les 6 semaines qui viennent. Je m'en demanderai la semaine prochaine, mais je pense que ce que je vous ai dit jusqu'à présent vous permet de comprendre le sens de la question que je vais poser, c'est-à-dire, est-ce que le relativiste est fondé à contester la valeur de la connaissance ? C'est-à-dire qu'il faudra que nous essayions de tirer au clair cette question de savoir si, justement, le constructivisme, vous voyez, ou l'éliminativisme, la sociologie de la connaissance, et le relativisme que cela induit, est justifié ou non. Et ça n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas ? Et donc il convient vraiment de tirer cette question au clair. C'est ce que nous ferons lors de la prochaine séance. La 3e séance sera consacrée, vous voyez, à une question liée mais néanmoins distincte. Vous verrez assez vite pourquoi. C'est celle de savoir justement si, et elle est au cœur de toute, évidemment, tentative de déterminer ce que c'est que la connaissance et éventuellement d'y trouver une valeur, c'est la question de savoir si on peut répondre aux sceptiques. Bon. Très rapidement, qu'est-ce que j'entends par là ? Lorsqu'on a une croyance ou une opinion, en général, il y a face à ces croyances et à ces opinions 3 attitudes possibles que nous pouvons avoir, n'est-ce pas ? Nous pouvons les juger vraies, les approuver, ou même simplement les accepter sans nous poser trop de questions. Après tout, c'est quand même vrai qu'on sait des tas de choses. Je crois qu'on oublie trop de dire ça. On sait quantité de choses quand même. Hein. Il faudra s'en souvenir parce que peut-être que le sceptique, il pousse quelquefois un petit peu loin le... Bon,
le bouchon. Bien, donc, nous savons quand même beaucoup de choses. Et peut-être que nous aurons intérêt à demander aussi aux sceptiques d'exhiber les conditions de possibilité de son doute. Il passe son temps à nous dire « Donnez-moi vos conditions de possibilité de connaissance. » Donnez-moi les conditions de possibilité de vos doutes. Bon. Douter n'est peut-être pas aussi facile que mentir. Bon. Et c'est une question finalement qui est apparue, vous voyez, de manière relativement récente en philosophie, d'exiger du sceptique qu'il donne les raisons de ses doutes. Bon. Donc en tout cas, ce n'est pas dire que le sceptique n'ait pas énormément d'arguments pour lui, n'est-ce pas ? Et il est quand même vrai, je disais qu'il y avait 3 attitudes possibles à l'égard de nos connaissances. Bon, nous savons des tas de choses. Puis de toute façon, même si on ne veut pas savoir combien d'individus ne rencontrons-nous pas, n'est-ce pas, tous les jours, qui sont relativement dogmatiques, qui disent, voilà. Deuxièmement, nous rencontrons aussi des gens qui procèdent à la manière des pyrrhoniens, c'est-à-dire, oh là là, il nous est impossible de déterminer si nos croyances sont vraies ou fausses. Donc, suspendons notre assentiment, suspendons notre jugement. C'est ce que dit le pyrrhonien, le sceptique pyrrhonien, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, alors je m'abstiens. N'est-ce pas ? Faites bien attention, c'est différent de la 3e attitude, qui est celle du sceptique dogmatique, qui consiste à dire « je ne sais rien ». En un sens, le sceptique dogmatique, d'ailleurs, se contredit, n'est-ce pas ? Parce que s'il dit qu'il ne sait rien, il sait déjà quelque chose. Bon, on aura donc un petit peu à voir dans 2 semaines pourquoi, justement, on a intérêt toujours à éviter le dogmatisme de quel côté que ce soit. N'est-ce pas ? Mais en tout cas, le sceptique dogmatique ne peut jamais aller très loin. C'est pour ça que le plus dangereux, c'est incontestablement le pyrrhonien. Et puis c'est très confortable, vous comprenez ? En général, le pyrrhonien, justement, il ne s'engage jamais énormément. C'est pour ça qu'un certain nombre de philosophes haïssent les pyrrhoniens, en tout cas quand ils veulent développer une éthique forte, parce que le pyrrhonien, par définition, c'est celui qui ne s'engage pas. Il dit « je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, non, je m'abstiens. » Bon. Donc position éthique quand même relativement confortable, vous voyez ? Bien. Mais théoriquement, en même temps, tout à fait louable. Parce que quand pouvons-nous dire vraiment que nous sommes dans une situation où nous savons ? Vous voyez ? Donc c'est toujours extrêmement... En général, les pyrrhoniens sont très élégants, très mondains. C'est très commode comme attitude. Bon, mais on va essayer de trouver des arguments dans 2 semaines, rassurez-vous, pour un petit peu lui régler son compte. Bien. Alors, donc, il est clair en tout cas que le scepticisme est évidemment... Le sceptique est évidemment l'ennemi le plus dangereux de toute entreprise de connaissance. Vous comprenez bien qu'il soit pyrrhonien ou dogmatique, si il a raison, ça veut dire que nous ne parvenons pas véritablement à dire, en quelque circonstances que ce soit, que nous sommes parvenus à connaître. Bon. Alors, s'il a raison, c'est quand même extrêmement gênant. Ensuite, j'examinerai, c'est pour ça que vous vous souvenez peut-être que Descartes se demandait s'il n'avait pas frôlé complètement la folie, n'est-ce pas ? Puisque, ayant mis entre parenthèses absolument tout, ayant même fait appel au dieu trompeur, peu ou moins à la génie, etc., il ne sait plus où il en est, n'est-ce pas ? Et il tient absolument à sortir de cette situation, tellement, en effet... il est impossible de maintenir longtemps une situation de doute radical. Vous voyez ? Bon. Ça aussi, c'est peut-être une leçon qu'il nous faudra retenir. Donc, dans la 4e séance, j'examinerai la question de savoir comment il nous faut entendre les relations entre différents concepts clés que sont les normes, les valeurs et les vertus épistémiques. Donc, c'est ça qui nous permettra de prendre la mesure, vous voyez, de ce que j'ai appelé tout à l'heure le tournant, le renouveau qu'a permis le tournant axiologique en philosophie de la connaissance, et qui permet notamment de tisser des liens étroits entre l'épistémologie et l'éthique et de redessiner les frontières de l'épistémologie. Je vais vous donner par exemple une liste de 12 questions qui vous donneront une idée de la richesse de la réflexion contemporaine, vous voyez, dans ce domaine axiologique. Que veut-on dire lorsqu'on dit que la justification est normative ?
2. Faut-il remplacer l'épistémologie par la psychologie descriptive? 3. Peut-on admettre des faits normatifs relativement auxquels les modes d'inférence sont de bons modes de raisonnement, tout en restant naturalistes, et en considérant que la détermination de la nature de ces bonnes raisons doit passer par l'étude de la manière dont nous raisonnons et parvenons de fait aux croyances en question. 4e type de question, les recommandations épistémologiques sont-elles des prescriptions hypothétiques ou catégoriques? 5e, dans quelle mesure nos croyances peuvent-elles être affectées par les actions que nous entreprenons? Quelle sorte de choix ou de contrôle volontaire avons-nous sur la formation de nos croyances? 6e question, l'épistémologie émet-elle simplement des lignes directrices pour évaluer les croyances qui sont en définitive les nôtres, ou bien en émet-elle aussi sur la manière dont nous allons former ces croyances? 7e question, l'épistémologie a-t-elle pour seule fonction d'évaluer la légitimité de nos croyances au vu des évidences ou des données empiriques dont nous disposons, ou peut-elle aussi émettre des directives sur la manière de se comporter comme chercheur? Vous voyez que si on est par exemple très sensible à l'épistémologie des vertus et à l'agent de connaissance, c'est le genre de question évidemment qui va beaucoup intéresser le philosophe, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, il va s'intéresser aux qualités éventuellement que le chercheur va devoir déployer dans toute entreprise cognitive, notamment dans les sciences, vous voyez, mais pas seulement. Est-ce qu'il doit être honnête? Est-ce qu'il doit être attentif aux détails? Vous voyez, comment il doit... Ce sont des règles d'ailleurs de la méthode auxquelles Descartes déjà était extrêmement attentif, vous voyez, mais évidemment, elles n'ont d'importance qu'à partir du moment où on accorde dans l'opération même, dans l'accomplissement même de la connaissance, un rôle important à l'agent épistémique, vous voyez, à l'agent de connaissance. Bien. Donc, dans quelle mesure, 8e question, dans quelle mesure suivre ou ne pas suivre ces directives influe-t-il ou non sur le degré de justification qu'ont ces croyances? 9e, faut-il tenir la justification pour un concept purement évaluatif ou pour un concept qui a une fonction de guide ou de régulateur de nos croyances? 10e, jusqu'à quel point peut-on être tenu pour responsable de ces croyances? Quel lien peut-on faire entre la justification et les notions de louange ou de blâme épistémique? 11e, jusqu'à quel point la connaissance suppose-t-elle un accès conscient? Comment définit-elle le type de contrôle qu'elle met en œuvre? Peut-on considérer, par exemple, qu'il existe un niveau subdoxastique qui met en œuvre déjà certaines procédures, sinon de justification, néanmoins, ce que les philosophes appellent aujourd'hui, en anglais, les procédures d'entitlement, qu'on traduit par autorisation, mais vous voyez en toute rigueur, lorsque vous avez des titres A, n'est-ce pas, d'autorisation épistémique, de permissions épistémiques, qui sont des formes de justification qui ne sont pas encore totalement pleines et entières, vous voyez, mais qui vous mettent déjà sur le chemin de la justification. Par exemple, font partie de ces formes d'autorisation, d'entitlement épistémique, un certain nombre de choses que vous permet déjà de dire, par exemple, votre expérience perceptuelle. Vous voyez ? Bon, ce n'est pas encore une justification, parce qu'il faudra ensuite que vous puissiez valider, n'est-ce pas, votre accès perceptif à la réalité. Il faudra parce qu'il y a toujours les illusions perceptives, etc., qui peuvent intervenir, n'est-ce pas? Mais on peut penser que la perception joue déjà, vous voyez, comme une espèce de point de départ de la procédure de justification. Donc il y a peut-être une gradation extrêmement intéressante à creuser. Et là encore, vous voyez combien ça peut être intéressant de voir comment dans certaines espèces animales, il y a peut-être déjà des procédures de contrôle, d'autorisation épistémique, n'est-ce pas, qui interviennent, des mécanismes mentaux qui font que, justement, il y a des procédures déjà, vous voyez, métacognitives que l'on peut repérer chez d'autres êtres que des êtres dotés
de toutes les capacités qui sont les nôtres, n'est-ce pas, de raisonnement, d'articulation du discours, etc. Bien. Bon, donc c'est très intéressant de se poser ce genre de questions. Enfin, 12e et dernière question, peut-on concevoir une épistémologie qui, tout en étant foncièrement externaliste, fasse place quand même, toujours, à certaines formes d'internalisme, pensées sur un mode autre que celui de la conscience lumineuse ou transparente, de l'obligation et du volontarisme doxastique. Volontarisme doxastique, c'est celui qui dit « du moment que je veux croire, je crois ». N'est-ce pas ? Bon. William James parlait de « will to believe », la volonté de croire. Est-ce qu'il suffit de vouloir croire d'abord pour croire ? Et est-ce qu'il suffit de vouloir, avec toute sa bonne volonté, croire quelque chose pour que cela suffise, n'est-ce pas, à faire de votre croyance une connaissance ? Je crains fort que non. C'est tous les problèmes qui sont liés à ce qu'on appelle l'éthique de la croyance, n'est-ce pas, qui sont liés à la question de savoir si vous pouvez croire à volonté. Vous voyez, hein ? C'est ça qu'on appelle le volontarisme doxastique. Bien. Donc, est-ce que... justement, est-ce qu'il faut plutôt concevoir, vous voyez, le contrôle que nous avons sur nos procédures de justification comme provenant donc d'un contrôle de notre volonté intégrale, ou bien plutôt sous la forme, là encore, d'états affectifs immédiats, tels que ce qu'on appelle par exemple le sentiment de connaître. Vous savez, l'effet que vous avez, l'impression que vous avez d'avoir quelque chose sur le bout de la langue, n'est-ce pas ? Et vous ne trouvez pas tout de suite le mot, puis ça vient. On a déjà l'impression qu'il y a une forme d'état cognitif qui se met en mouvement, n'est-ce pas ? Et puis peu à peu, hop, le mot arrive, voilà. Bon, donc il y a peut-être comme ça, vous voyez, une sorte de... William James parlait aussi de sentiment de rationalité que nous avons, des sortes d'états affectifs immédiats dont il ne faut peut-être pas du tout négliger l'importance si nous voulons essayer de comprendre la composante internaliste qui intervient dans toutes les procédures de connaissance. Voilà. Bon, donc je crois qu'une fois que nous aurons expliqué en quoi consiste le problème de la valeur de la connaissance et rappelé le cœur de chacune des options, il nous faudra alors expliquer dans un 5e moment de nos dispositions à connaître et des vertus de la connaissance comme enquête, pourquoi elles sont en définitive, à mon avis, des positions qui se présentent, évidemment je vais être là un petit peu audacieuse parce que je vous donne la conclusion avant d'avoir fait la démonstration, donc je vous demande de me croire un peu sur parole, mais l'idée que je voudrais montrer, c'est que justement, il faut bien que je puisse justifier d'essayer d'avoir une position à moi. Bon, pourquoi en tout cas les autres options, vous voyez, me semblent se présenter sous la forme de choix qui n'en sont pas vraiment et qui sont souvent d'ailleurs à l'origine, me semble-t-il, des difficultés que nous allons voir affleurer dans les discussions sur ce qu'on a appelé le problème. Là encore, c'est très très difficile de trouver un joli mot en français. Il y en a pourtant sûrement, parce que notre langue contient tous les mots possibles et imaginables. Il faut aller vers la langue du XVIIe pour les trouver. Mais, je ne l'ai pas trouvé pour le moment, mais en anglais, ça s'appelle « the swamping problem ». Je le dis là encore pour le traducteur. « The swamping problem », théoriquement le problème du noyage de la connaissance. C'est-à-dire l'idée que vous ne pouvez pas, si vous ajoutez toute une série de critères à la croyance vraie et justifiée, en un sens, ça ne changera absolument rien à la question de savoir pourquoi votre connaissance a de la valeur. Et donc, d'une certaine manière, vous allez noyer le problème de la valeur. Alors moi, j'ai tendance à préférer le problème de la submersion de la connaissance, parce que je pense qu'il y a une sorte d'idée, si vous voulez, que la connaissance est insubmersible, n'est-ce pas ? Bon, donc swamping, je préfère plutôt que le noyage, qui n'est pas très beau, la submersion, le problème de la submersion de la valeur de la connaissance. Ou en tout cas, vous voyez la question de savoir quelle place on est prêt ou non à accorder à l'épistémologie sociale. Donc pour sortir de ces faux choix, je proposerai, ainsi que je l'ai dit, une autre définition de la connaissance elle-même. Il s'agira pour l'essentiel de considérer la connaissance
comme une enquête, inquiry, mais je dirais aussi comme en un sens étant la visée même de l'enquête. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'essaierai de développer l'idée que la connaissance est une enquête qui n'est pas un simple processus communicationnel et délibératif de questions-réponses, ce qui est grosso modo quand même le programme socratique, vous voyez, le modèle de la connaissance socratique, mais qui a été repris, comme vous le savez, dans d'autres traditions philosophiques, l'éthique de la communication, de l'édition, etc. Bon, j'entends ça pas vraiment comme un processus communicationnel et délibératif, mais davantage comme une méthode scientifique et réaliste d'investigation du réel qui vise vraiment à fixer des croyances vraies. Bon. Je pense qu'il faut, si nous voulons avoir une théorie de la connaissance digne de ce nom, il faut bien que nous rencontrions à un moment des croyances, que ces croyances soient vraies, et que nous ayons les moyens de les justifier. Donc vous voyez, je ne sors pas totalement non plus du cadre traditionnel, je maintiens les trois caractéristiques nécessaires de la définition platonicienne de la connaissance, mais je rajouterai d'autres caractéristiques qui me paraissent importantes, vous voyez, pour parvenir vraiment à éviter tous les problèmes que pose la définition platonicienne. Bien. Alors, je soutiendrai en particulier que cette méthode est soumise à des contraintes externes. Donc, il y aura une composante externaliste dans la démarche, n'est-ce pas ? Ces contraintes externes rendent d'ailleurs parfois impossible le doute lui-même. Je montrerai notamment qu'il y a le doute ne surgit qu'à partir du moment où justement vous rencontrez une expérience récalcitrante, n'est-ce pas ? Où vous faites l'expérience de quelque chose qui résiste. Un vrai doute ne peut surgir qu'à ce moment-là. C'est pour ça que la contrainte externaliste est très forte, y compris dans l'opération du doute lui-même. Vous voyez ? Bon. Alors, ce sont donc des contraintes externes, donc la méthode soumise à des contraintes externes, soumise aussi à des normes, non pas individualistes, mais communes, qui nous obligent à une éducation rationnelle et sentimentale constante de nos dispositions habitudes ou de notre sens commun critique, et qui par là même enracine la connaissance dans le principe social. Si, comme j'espère pouvoir le montrer, ce modèle est correct, alors il devrait, mais j'espère que je vais m'en sortir, avoir une double conséquence que j'examinerai donc dans la dernière leçon, en quoi consiste au juste la valeur sociale de la connaissance, n'est-ce pas ? Je crois que tout d'abord, il devrait rendre douteuse une approche trop puriste, on dit encore véritiste, de la connaissance, qui resterait sourde au lien que doit avoir la connaissance avec le bien commun et l'action. Or, je pense que naturellement, la connaissance ne mérite pas une heure de peine si, à un moment ou à un autre, elle ne rencontre pas l'action. Mais en second lieu, le modèle doit rendre tout aussi douteux, allons, j'ose le dire, profondément antidémocratique, toute dérive constructiviste, néopragmatiste ou sociologisante qui asservirait la connaissance à nos intérêts sociaux ou vitaux. Autrement dit, être pratiquement embarqué, engagé ou concerné me semble être quelque chose de très différent du simple souci, care, empathique ou fusionnel avec les autres. En revanche, il donne un sens très concret, j'espère, à l'idée selon laquelle on peut dire, si du moins on considère que le problème de la valeur de la connaissance en est bien un. J'ajoute ce mot parce qu'après tout, libre à chacun de brûler tous les livres et de préférer jouer au tric-trac. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas ? Bon. Mais si le problème de la valeur de la connaissance nous tient à cœur, alors il me semble qu'on peut montrer que cette valeur est bel et bien sociale, et ce, intrinsèquement. Cette valeur est de fait intrinsèquement sociale, sans que cela implique le moins du monde que l'épistémologie elle-même, en définitive, puisse purement et simplement être éliminée au profit de telle ou telle approche
donc constructiviste ou sociologique de la connaissance. Voilà le programme donc, que j'aimerais essayer de réaliser. Alors, j'aborde maintenant les trois questions qui s'inscrivent dans la question de ce qu'on appelle aujourd'hui le problème de la valeur de la connaissance, qui est une discussion relativement récente, vous voyez, qui date, je dirais, d'une dizaine d'années. Mais ça n'est pas un hasard, vous voyez, si elle est revenue au centre des discussions, parce que je vous ai expliqué comment, historiquement, n'est-ce pas, ce tournant axiologique avait amené les philosophes, mais pas seulement eux, du reste, à reprendre à nouveau frais la question même de la valeur. Bien. Alors, on peut considérer que lorsqu'on se pose la question de la valeur de la connaissance, il y a, ainsi que le dit le philosophe d'Édimbourg, Duncan Pritchard, trois questions différentes qui viennent se nicher dans le problème du savoir. Si je vous montre l'ouvrage, The Nature and Value of Knowledge, bon, ce n'est pas encore traduit en français, mais c'est un livre, vous voyez, dans lequel Pritchard, dans le premier chapitre, détaille de manière tout à fait lumineuse justement toutes ces questions que je résume, n'est-ce pas, en montrant exactement quels sont les différents aspects qu'il faut prendre en compte si on veut mener à bien l'examen de cette question, en restant, vous voyez, dans le cadre d'une épistémologie classique. Première question, c'est celle-ci. Est-ce que nous devons donc suivre l'intuition qui est la nôtre, selon laquelle la connaissance a plus de valeur que la croyance vraie justifiée? Intuition dont nous allons voir, en fait, qu'elle n'est peut-être pas aussi claire. Hein, il faut toujours se méfier quand même de l'intuition, c'est à double tranchant, n'est-ce pas, en juger par l'ambivalence de Platon dans le fameux passage du Ménon que j'évoquais tout à l'heure et dont nous allons reparler. Deuxième problème, qu'on pourrait appeler le problème secondaire de la valeur de la connaissance, vous voyez, qui n'est pas tout à fait le même. Pourquoi la connaissance a-t-elle éventuellement plus de valeur que l'une quelconque de ses sous-parties, c'est-à-dire qu'une croyance vraie justifiée, alors que, comme on va le voir, n'est-ce pas, en vérité, aucun de ces termes, séparément ou conjointement, ne nous permet de parvenir à une définition satisfaisante de la connaissance. Vous voyez ? Donc, troisième type de question, plus large, plus général, si vous voulez, qui fait que qui montre bien que le problème de la connaissance, c'est peut-être un problème qui n'est pas seulement de degré, vous voyez, est-ce qu'on sait plus ou moins, est-ce qu'on croit plus ou moins bien, etc., mais vraiment un problème d'espèce, de nature. Est-ce qu'il y aurait éventuellement, utilisons ce terme, quelque chose de transcendant dans la valeur de la connaissance, c'est-à-dire quelque chose qui ferait que, au fond, nous valoriserions la connaissance pour elle-même, indépendamment de toutes ses propriétés intrinsèques. Vous voyez ? C'est-à-dire, on considère que quand on sait, ben voilà, c'est mieux. Un point, c'est tout. Voilà. Donc, alors, vous voyez, il y a ces trois dimensions lorsque on essaie de comprendre pourquoi la connaissance a plus de valeur. Bien. Alors, avant de répondre à chacun de ces points, encore convient-il de s'assurer que je ne vous ai pas trompé sur la marchandise, si j'ose dire, en vous disant que la connaissance ne se ramène pas purement et simplement à la croyance vraie justifiée. Parce que, après tout, si la connaissance, ça n'est que ça, n'est-ce pas, le problème est réglé. N'est-ce pas ? Si nous avons des croyances vraies, qu'elles sont justifiées, nous savons, point. Mais même Platon, déjà dans le Théétète, montrait qu'apparemment, ça n'était pas tout à fait satisfaisant. Et il y a toute une série d'efforts répétés chez lui dans le Théétète pour parvenir à une définition correcte de la connaissance. Il est clair que jusqu'à un certain point, c'est d'abord de ces efforts définitionnels, mais aussi du constat de leurs insuffisances, que sont parties la plupart des tentatives des philosophes contemporains de la connaissance, visant donc à partir de ce texte de Guettier dont je vous ai parlé, à élaborer une théorie satisfaisante de la connaissance comme opinion
ou croyance vraie justifiée pour mieux cerner la nature exacte de la croyance et ce qui la distingue de la connaissance. Parvenir à une définition correcte de la vérité, enfin mieux comprendre ce qui est en jeu dans le concept de justification. Mais c'est aussi parce que ce troisième élément, vous voyez, la justification, a pris une importance considérable dans les analyses, mettant au passage en évidence la dimension normative, évaluative et éthique de la plupart des considérations épistémiques, que l'on a retrouvé avec une acuité particulière et les questions et la dialectique argumentative des modes sceptiques. Le mode sceptique se présente aujourd'hui, d'ailleurs, sous la double forme de ce qu'on peut appeler le problème Platon-Guettier, d'une part, et ce qu'on appelle le défi d'Agrippa. Alors, de quoi s'agit-il? Ce n'est pas bien compliqué, vous allez comprendre tout de suite. Prenons d'abord donc le problème Platon-Guettier. Je rappelle la définition tripartite de Platon, le savoir et la croyance vraie justifiée pourvue de raison. C'est dans le Théétète 200a, 210b. Étant exclu le savoir obtenu accidentellement, ou donc par hasard ou par chance. Donc, je répète, S c'est que P, si et seulement si. S croit que P est vrai, S est justifié à croire que P. Les travaux menés donc, durant les 40 dernières années ont amplement montré qu'aucune de ces options n'est satisfaisante, à la fois pour des raisons propres à chacune des définitions, mais aussi parce qu'elles ne répondent pas aux défis que pose le scepticisme à la possibilité de la connaissance. Si chacune des trois conditions est nécessaire, aucune n'est à elle seule suffisante. Pour savoir que P, il est certes nécessaire de croire que P, explicitement ou implicitement, que P soit vrai, et que cela ne se fasse pas par hasard, donc que l'on soit justifié à croire que P. Mais même à supposer que soient réunies les trois conditions, il ne suffit pas qu'une croyance soit vraie et justifiée pour recevoir ipso facto le titre de connaissance. Je vous demande donc ici, comme je vous l'ai promis, d'imaginer le scénario suivant. Mimi revient de son travail et, en entrant chez elle, elle aperçoit au bout du couloir, par la porte entrebâillée du salon, de dos, debout près de la fenêtre, une silhouette familière. Elle se dit, Paul, son mari, est au salon. À son insu, Rémi, qui a la même carrure que Paul, son frère, est venu rendre visite à la famille. Dans un fauteuil qu'elle ne peut voir de l'endroit où elle se trouve, Paul est bien assis à siroter son whisky. Vous voyez le... Ça y est ? Bon. Lorsque Mimi dit « Paul est au salon », elle énonce donc quelque chose de vrai. Elle a par ailleurs de bonnes raisons de le croire. Non seulement la silhouette qu'elle voit ressemble comme une goutte d'eau à celle de son mari, mais elle a l'habitude de trouver Paul au salon. Paul rentre plus tôt qu'elle du travail et va illico lire son journal au salon. Par ailleurs, elle n'a aucune raison sérieuse de penser que Rémi, qui ne rend visite que rarement à la famille, soit là ce soir. Cette possibilité ne lui traverse même pas l'esprit. Donc, sans même présupposer que Mimi dispose d'une lumière naturelle, qui la dote d'infaillibles critères de clarté et de distinction à la Descartes, vous m'accorderez qu'on doit pouvoir dire qu'elle est justifiée dans sa croyance, et Paul étant de fait au salon, que sa croyance est vraie. Pourtant, je ne crois pas que vous m'accorderiez l'idée suivante, à savoir que Mimi sait que Paul est au salon. D'accord ? Voilà, démonstration. On peut avoir une croyance qui est vraie, avoir de fort bonnes raisons de la soutenir,
et en même temps trouver bizarre de dire qu'on la sait. Vous voyez très bien pourquoi, d'ailleurs, en fait, vous voyez que c'est l'élément-là, c'est par hasard qu'elle se trouve avoir raison. C'est par hasard que, n'est-ce pas, elle se trouve dire la vérité quand elle le dit. Vous voyez ? Mais il y a quelque chose, à un moment donné, dans le mécanisme de transmission des conditions de répartition, vous voyez, des trois caractéristiques platoniciennes de la connaissance, il y a quelque chose qui ne va pas à un moment donné. Bon, voilà. Donc, tout simplement, vous voyez qu'on aimerait bien, évidemment, avoir des croyances vraies nous conduise tout de suite au savoir. Avoir des croyances justifiées, encore mieux. Eh bien, non, ça ne suffit pas pour qu'on puisse avoir des connaissances. Il faut encore plus, se fatiguer. Bien. Alors, étant entendu qu'il est donc impossible d'associer d'emblée vérité, justification et connaissance, la philosophie contemporaine a ainsi déployé et continue de déployer des trésors d'ingéniosité pour déterminer non pas ce qu'est la connaissance, mais plutôt ce qu'il faut en plus, n'est-ce pas, des conditions A, B et C, pour déterminer les conditions nécessaires et suffisantes auxquelles doivent satisfaire nos croyances pour pouvoir être dites des connaissances. Donc vous voyez que si les conditions A et B soulèvent des difficultés de taille, qui supposent entre autres un examen des caractéristiques de la croyance, une définition satisfaisante de la vérité, la troisième condition, c'est-à-dire la condition de justification, pose plusieurs problèmes. D'abord, si elle est absolument nécessaire, elle ne semble pas suffisante. Admettons qu'on ne puisse être justifié à croire que P sans croire au moins implicitement que P. Est-il certain que la justification de notre croyance implique sa vérité ? Condition B. Oui, si nous sommes infaillibilistes et que nous considérons qu'il est impossible de connaître quelque chose de faux. Mais est-ce le cas ? Tel est précisément, comme on l'a vu, le sens du défi sceptique cartésien. Si S c'est que P, est-il impossible qu'il se trompe sur P ? Soit par exemple qu'il imagine simplement savoir, qu'il le rêve, qu'il soit trompé par un dieu trompeur, un malin génie, etc. Autrement dit, il semble, vous voyez, qu'il faille d'abord exclure cette double possibilité, et donc le défi sceptique, qu'on se trompe sur P et que P soit faux, pour pouvoir considérer la condition de justification comme une condition suffisante. Mais même à supposer que nous concédions la faillibilité ou la défaisabilité de droit de toutes nos croyances, malheureusement, il est un nouveau défi que nous devons relever, et c'est celui que mettaient en évidence justement les sceptiques de l'Antiquité. Et c'est le fameux défi d'Agrippa. On connaît la forme de cet ancien dilemme repris par Sextus Empiricus dans les esquisses pyrrhoniennes, parfois appelé aussi par les philosophes de la connaissance trilemme de Münchhausen ou de Fries, bien connu des manuels de philosophie de la connaissance. Deux des modes d'Agrippa que j'évoquerai la semaine prochaine, le désaccord et la relativité, suscitent une exigence de justification en révélant qu'il y a des affirmations rivales concernant la nature du monde que nous percevons. Étant donné cette rivalité, vous voyez, il serait épistémiquement irresponsable de choisir sans argument l'une de ces thèses rivales plutôt qu'une autre. Ainsi, les modes du désaccord et de la relativité forcent quiconque affirme quelque chose et ne se contente pas modestement d'exprimer son opinion, de donner des raisons en faveur de ces thèses. Ce sont vraiment les modes du désaccord et de la relativité, du défi sceptique. Les trois autres modes qu'on appelle dialectiques, reposant sur la régression à l'infini, la circularité, l'hypothèse arbitraire, étant alors de montrer qu'il est impossible de parachever ce processus consistant à donner des raisons d'une manière satisfaisante. L'argument sceptique favori de la régression n'est pas nouveau, c'est un argument que vous trouvez déjà chez Aristote. C'est celui-ci, si la plupart de nos croyances sont justifiées, en vertu du fait qu'elles sont déduites ou à tout le moins déductibles d'autres croyances, alors à un point ou à un autre, la chaîne de la justification peut donner lieu au doute. Vous voyez ?
le sceptique prétend que le dogmatique n'a pas d'autre choix que l'un des trois replis suivants. Ou bien il s'enfonce dans une régression à l'infini, ou bien il commet une pétition de principe, ou bien il est obligé d'affirmer quelque chose d'arbitraire. Voilà. Donc vous voyez, les sceptiques, ce sont des adversaires coriaces et redoutables, parce qu'en plus, ils trouvent le moyen d'avoir des arguments. Bon. Donc ils ne se contentent pas de dire simplement « Oh là, je ne sais pas, je sais ou je ne sais pas ». Non, non. Ils ont des modes, ils argumentent. Bon. Qu'en conclure ? De toute évidence que les principales réponses élaborées au cours du siècle passé pour analyser la connaissance et pour tenter de répondre aux défis d'Agrippa comportent des failles. Donc, évidemment, la conclusion qu'on est tenté de tirer de tout ça, c'est que toutes les tentatives de réponse sont vouées à l'échec. Et que peut-être, finalement, c'est notre concept de connaissance lui-même qui ne constitue pas une cible bien intéressante. Je crois qu'il ne faut pas baisser trop vite les bras, si vous me permettez, en tout cas pas avant la 6e leçon. En tout cas, je crois que nous aurions tort de ne pas prendre au sérieux, assurément, l'avertissement sceptique, parce que nous sommes en permanence confrontés au risque de l'erreur dans notre perception, dans notre mémoire, dans nos jugements, et les solutions préconisées pour l'instant semblent en effet inefficaces. Mais pourquoi faudrait-il s'en satisfaire ou considérer d'emblée que toutes les tentatives sont nécessairement vouées à l'échec ? Si on est d'un tempérament dogmatique et pessimiste, on estimera sans doute que ces échecs démontrent la puissance invaincue du sceptique et que la connaissance est tout bonnement impossible à définir et a fortiori à atteindre. Puis, si l'on est d'un tempérament, comme je le disais tout à l'heure, plus urbain, on sera tenté de considérer que la justification doit de fait s'arrêter quelque part et qu'elle est en quelque sorte indépassable. Nous n'avons d'autre choix que celui au mieux du pyrrhonisme et de la suspension du jugement. Il y a énormément aujourd'hui de pyrrhoniens, c'est quelque chose qui se porte bien. Alors, j'en arrive au 4e point. Pouvons-nous donc essayer de donner corps à notre intuition selon laquelle la connaissance a plus de valeur que la croyance vraie justifiée ? Je crois que ce problème s'illustre tout à fait clairement par l'ambivalence que l'on peut remarquer dans la manière dont Platon, dans le Ménon, plus exactement la manière dont Socrate, dans le Ménon, s'interroge sur la question de savoir si, de fait, la connaissance a de la valeur et puis en quoi, et aussi, si vous voulez, de la manière dont il se demande en quoi cette valeur consiste. On a soutenu, des auteurs récemment ont soutenu qu'il s'agit là d'une question qui est au moins aussi importante pour la philosophie de la connaissance que peut l'être la question de Socrate sur la nature de la connaissance. Les deux questions, en fait, dit-on, se recoupent à tel point qu'une théorie de la connaissance qui ne parviendrait pas à répondre à la seconde aurait peu de chances de parvenir à répondre à la première. Je crois aussi que si le problème se pose avec une certaine acuité, c'est sans doute, c'est une remarque que fait de façon tout à fait judicieuse, je pense, John Greco, que dans notre esprit, la connaissance ne se ramène jamais seulement, vous voyez, à une sorte d'information, mais qu'elle joue un rôle bien particulier dans la manière dont nous nous représentons le savoir, dans la vie qui est la nôtre, et qui exige que nous disposions non seulement d'informations, mais de bonnes informations, vous voyez, et des informations qui soient d'une telle nature que, eh bien, nous puissions leur faire confiance, que nous puissions les partager avec autrui et nous reposer sur elles. Une des caractéristiques absolument extraordinaires de la connaissance, j'y insiste, et c'est déjà aussi ce qui en donne une dimension sociale, c'est qu'elle est publique. Vous voyez. Les croyances sont toujours privées. Puis il faut se battre pour essayer de voir comment elles peuvent s'accorder les unes avec les autres. Quand vous savez quelque chose, c'est vrai. Le vrai est public. Donc rien que pour ça, si on cherche à donner un contenu, vous voyez, à ce que j'ai appelé la valeur transcendante ou troisième de la connaissance un point c'est tout, pour moi ça me suffirait à la limite. La connaissance est publique, donc c'est communicable. Vous voyez, voilà. Et à partir de ce qui est communicable, on peut tout. Voilà.
Donc je pense que justement c'est pour ça qu'aussi que nous y attachons de l'importance. On ne demande pas seulement à être informé, on veut des informations qu'on puisse partager, vous voyez, et sur lesquelles on puisse s'appuyer et qu'on puisse donc faire progresser. Alors ceci nous permet déjà de comprendre pourquoi, du moins à première vue, Socrate va refuser une première réponse qui consisterait à dire que la connaissance a de la valeur parce qu'elle a une valeur pratique. Je vais vous lire ce petit passage du Ménon. Vous allez voir que, en effet, Socrate fait remarquer que la simple croyance vraie semble avoir la même valeur pratique que la connaissance, puisque l'homme qui croit que la route qui conduit à Larisse est aussi bien pourvu que celui qui sait qu'elle y conduit. Bon. Mais toute la question est de savoir alors en quoi réside éventuellement la valeur additionnelle que nous plaçons apparemment dans la connaissance. Vous voyez ? Tout au long du texte du Ménon, on se demande donc en permanence, en fait, si pour Platon, la connaissance a vraiment plus de valeur que la pure croyance vraie, voire que n'importe quelle position épistémique qui serait en deçà de la connaissance, telle que la croyance vraie justifiée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en effet, si une croyance vraie nous mène tout aussi sûrement à l'arissa qu'une connaissance, à quoi bon préférer la connaissance à la croyance vraie ? Je vous lis le petit texte. Socrate, je vais t'expliquer. Si quelqu'un connaissant la route qui conduit à Larisse ou à tout autre lieu que tu veux s'y rendait et y conduisait d'autres personnes, ne le ferait-il d'une façon qui soit juste et bonne ? Mais non, oui, absolument. Oui, le passage est en 97b, pour ceux d'entre vous qui voudront le relire tranquillement. En tout cas, aussi longtemps, disons, qu'il a une opinion correcte sur la route à prendre, sans pourtant être allé à Larissa, ni connaître la route pour s'y rendre, cet homme-là ne pourrait-il pas lui aussi être un bon guide ? Oui, parfaitement. En tout cas, dit Socrate, aussi longtemps, disons, qu'il a une opinion correcte sur la route à prendre, sur la même chose dont l'autre a une connaissance, épistémène, il ne sera pas un moins bon guide, lui qui a une opinion vraie, même si cette opinion est dépourvue de raison, que l'autre qui connaît par raison. Mais non, non en effet. Socrate, donc une opinion vraie, n'est pas un moins bon guide pour la rectitude de l'action que la raison. Voilà précisément ce que nous avions négligé tout à l'heure quand nous avons fait l'examen de ce qu'était la vertu et que nous disions que c'est seulement lorsque la raison guide l'action que l'action est correcte. Mais en fait, c'est aussi le cas de l'opinion vraie. Mais non, oui, il semble. Socrate, l'opinion droite n'est donc en rien moins utile que la science épistémée. Mais non, à ceci près, Socrate, que l'homme qui possède la connaissance réussira toujours, tandis que celui qui a une opinion correcte, tantôt réussira, tantôt non. Socrate, que veux-tu dire ? L'homme qui a une opinion correcte ne réussira-t-il pas tout le temps, aussi longtemps qu'il conçoit des opinions correctes ? Mais non, cela me paraît nécessaire. Alors je m'étonne, Socrate, qu'il en est ainsi, du fait que la connaissance ait beaucoup plus de valeur que l'opinion droite, et je me demande aussi pour quelles raisons on les distingue l'une de l'autre. Socrate, sais-tu donc pourquoi tu t'étonnes, ou bien dois-je te le dire ? Mais non, oui, absolument, dis-le. Socrate, c'est à cause des statues de Dédale, tu n'y as pas prêté attention, mais peut-être n'y en est-il pas non plus chez vous. Mais non, mais pourquoi donc parles-tu de cela, Socrate ? Parce que ces statues, elles aussi, échappent en secret et s'enfuient si on ne les attache pas. Mais une fois attachées, elles restent à leur place. Mais non. Et alors ? Socrate, posséder une œuvre de ce sculpteur, sans qu'elle soit attachée, cela ne vaut pas grand-chose. C'est comme posséder un esclave enclin à s'évader. Ils ne restent pas à leur place. Mais une fois la statue attachée, elle est d'une grande valeur, car ce sont là des œuvres parfaitement belles. Pourquoi je te parle de cela ? C'est au sujet des opinions vraies. Car vois-tu, les opinions vraies, aussi longtemps qu'elles demeurent en place, sont une belle chose et tous les ouvrages qu'elles produisent sont bons. Mais ces opinions ne consentent pas à rester longtemps en place. Plutôt cherchent-elles à s'enfuir de l'âme humaine. Elles ne valent donc pas grand-chose tant qu'on ne les a pas reliées par un raisonnement qui en donne l'explication. Voilà ce qu'est Ménon, mon ami, la réminiscence, comme nous l'avons reconnu par nos accords précédents. Mais dès que les opinions ont été ainsi reliées, d'abord elles deviennent connaissances, et ensuite elles restent à leur place. Voilà précisément la raison pour laquelle la connaissance est plus précieuse que l'opinion droite,
et sache que la science diffère de l'opinion vraie en ce que la connaissance est lien. Mais non, oui, par Zeus, Socrate, il a tout l'air d'en être ainsi. Socrate, encore que moi, je ne dis pas cela parce que je le sais, je le conjecture plutôt. Mais que l'opinion droite et la connaissance soient différentes l'une de l'autre, cela je ne crois aucunement que ce soit une conjecture. Au contraire, s'il y a autre chose que je prétendrais savoir, et il y a peu de choses dont je le dirais, ce serait bien l'unique chose que je mettrais au nombre de celles que je sais. Mais non, et tu as bien raison, Socrate. Socrate, et n'ai-je pas raison de dire ceci? Lorsque l'opinion vraie est un guide pour produire l'ouvrage propre à chaque forme d'action, cet ouvrage n'est en rien plus mauvais que celui que la connaissance produit, mais non, là aussi, je crois que ce que tu dis est vrai. Socrate, par rapport aux actions, l'opinion correcte ne sera en rien plus mauvaise que la connaissance, ni moins utile qu'elle. Et l'homme pourvu d'une opinion correcte ne sera pas non plus inférieur à l'homme qui a une connaissance. Mais non, c'est cela. Donc vous voyez, quelle est la réponse de Socrate-Platon? La réponse semble en un sens clair, c'est-à-dire que la différence entre la connaissance et la croyance vraie, en un mot, le caractère qui lui confère vraiment de la valeur, c'est que la connaissance a une stabilité, n'est-ce pas, qui fait défaut à la croyance vraie, à l'opinion vraie, et qui explique qu'on la perde souvent, cette croyance vraie. Donc, vous voyez, Socrate présente l'analogie avec les statues que le sculpteur Dédale, qui sculptait, paraît-il, des statues tellement pleines de vie que, comme il ne les attachait pas, elles s'enfuyaient. Donc, vous voyez, par analogie, la connaissance, à la différence de la croyance vraie, elle ne s'enfuirait pas. Elle resterait bien à sa place. Bon. Alors, essayons de donner sens à cette intuition, n'est-ce pas, qu'il y a plus de stabilité, au fond, justement, et donc plus de valeur à la connaissance par rapport à la croyance vraie. Supposez que vous ayez en effet seulement une opinion droite sur la route qu'il vous faut prendre et qui vous conduira là où vous voulez aller. Supposez que la route prend tout à coup une direction qui n'était pas prévue, si bien que vous avez l'impression que vous prenez la mauvaise direction. Si vous avez seulement une opinion droite, vous risquez fort de ne plus trop faire confiance à votre croyance, n'est-ce pas? Et ce, même s'il se trouve qu'à votre insu, c'est bien la bonne route. À l'inverse, si vous aviez connu la route, par exemple parce que vous auriez pris la précaution de consulter une carte ou de vous armer d'un GPS, vous ne seriez pas du tout aussi troublé et vous continueriez votre chemin comme si de rien n'était, en continuant à croire que c'est la bonne route, n'est-ce pas? Donc vous voyez, il y a toute évidence un avantage pratique à connaître, en ceci que la connaissance, à la différence de la croyance droite, ne se perdra pas en route, si j'ose dire. Donc vous voyez, il me semble que même si Platon est ambigu là-dessus, il semble bien rendre compte, en tout cas, de l'intuition qui est la nôtre, que la connaissance, au fond, confère plus de stabilité, vous voyez, aux états qui sont les nôtres que l'opinion droite. Mais en même temps, vous aurez aussi remarqué qu'il reste une certaine ambivalence dans sa position, qui permet, parce que, vous voyez, il n'a pas l'air de trancher de façon sûre, il parle de conjecture, sur la question de savoir si la connaissance est vraiment supérieure à la croyance vraie. Et en tout cas, si elle est supérieure, on a vraiment l'impression que la supériorité semble résider ailleurs, n'est-ce pas? Bon. Et peut-être au fond, dans cette troisième caractéristique que nous avons distinguée en commençant, qui fait résider la valeur de la connaissance dans certaines caractéristiques finales ou transcendantes de la connaissance, indépendantes de ses propriétés intrinsèques. Voilà. Donc, vous voyez, je pense en tout cas que le fait qu'ils disent que la connaissance est supérieure à la croyance parce que nécessairement il faut avoir une autre visée que la pratique, n'est-ce pas, lorsque nous réfléchissons à la connaissance, semble indiquer que la question au fond de la supériorité peut se poser
dès lors que nous admettons qu'il y a plus dans le succès même de la connaissance, que dans la connaissance en tant que telle, que le simple fait qu'elle nous permette de guider notre action ou d'obtenir un certain nombre de succès pratiques immédiats. Bon. Mais vous voyez, c'est vrai que d'un autre côté, sur ce plan-là, Socrate semble bien dire qu'il n'y a pas lieu de privilégier, vous voyez, la connaissance relativement à l'opinion droite. Bon. Alors, étant entendu quand même qu'il semble aller parler nettement en faveur d'une supériorité de la valeur de la connaissance sur l'opinion droite. Est-ce à dire que, et que nous avons montré par ailleurs, que la connaissance ne peut pas se ramener simplement à la croyance vraie justifiée à l'opinion droite, n'est-ce pas ? Est-ce à dire alors que la question même de la supériorité de la valeur de la connaissance sur la croyance vraie pose plus de problèmes pour telle ou telle conception de la connaissance que nous pourrions avoir plutôt que d'autres? Eh bien, c'est ce que pense par exemple Linda Zagzebski, qui considère que le fiabilisme, vous voyez, cette position dont je vous ai dit qu'elle était extrêmement forte en philosophie contemporaine de la connaissance, que le fiabilisme est ici particulièrement vulnérable si nous voulons donner un sens à l'intuition selon laquelle la connaissance a vraiment une valeur supérieure. Pourquoi ? Vous vous souvenez que les analyses fiabilistes s'appuient sur l'idée que la différence qu'il y a entre la connaissance et la simple croyance vraie, c'est que la connaissance est quelque chose à quoi l'on parvient d'une manière telle qu'elle tend à produire, vous voyez, des croyances vraies parce qu'elle est fiable, n'est-ce pas ? Bon, donc c'est sur la manière fiable de procéder qu'on s'appuie. Mais, comme Zagzebski le fait remarquer, la valeur qu'il y a à former une croyance de manière fiable semble bien dériver seulement, uniquement, n'est-ce pas, de la valeur de la croyance vraie. C'est-à-dire que nous nous soucions simplement de ce que nous réussissions à former nos croyances d'une manière fiable, tout simplement parce que nous nous soucions d'avoir des croyances vraies. Le problème est que, du moins généralement, que quelque chose qui a de la valeur soit produit d'une manière fiable n'ajoute absolument aucune espèce de valeur additionnelle au processus en question. Et donc, si Zagzebski a raison, cela veut dire qu'un fiabiliste ne peut pas expliquer pourquoi, en définitive, la connaissance a plus de valeur que la simple croyance vraie. Zagzebski prend un exemple très simple, vous allez voir, pour illustrer ce point. Elle dit, prenons deux tasses de très bon café qui sont identiques à tous égards. Ils ont la même allure, ils ont le même goût, ils ont la même odeur, etc. À ceci près que l'une des tasses de café a été produite par une machine à café qui généralement produit de bonnes tasses de café. Bref, c'est une machine à café fiable, je ne donne pas de marque, tandis que l'autre tasse de café a été produite par une machine à café qui, de façon générale, produit plutôt du mauvais café. Bref, c'est une machine à café peu fiable. À l'évidence, nous accordons plus de valeur, n'est-ce pas, à la machine à café qui produit du bon café qu'à la machine à café qui en produit du mauvais. Mais vous remarquerez en même temps que la raison pour laquelle nous accordons plus de valeur aux premières qu'aux secondes, c'est parce que nous accordons de la valeur à du bon café. Mais une fois que nous avons les deux tasses de café identiques devant nous, il n'y a aucune espèce de différence, n'est-ce pas, entre celle qui a été produite par la machine à café fiable et par celle qui a été produite par la machine à café non fiable. Tout ce qui nous intéresse,
savoir si le café est bon. La manière dont il a été produit importe peu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le fiabiliste se trouve exactement dans la même situation que celui qui est attaché à boire du bon café. C'est-à-dire qu'il s'intéresse d'abord à la question de savoir si ces croyances ont été formées d'une manière fiable, n'est-ce pas? Précisément parce que des mécanismes de formation de croyances fiables sont des bonnes manières de parvenir à quelque chose d'autre que nous valorisons, n'est-ce pas? C'est-à-dire à la croyance vraie. Mais si le fiabilisme est juste, alors, tant que notre croyance vraie, c'est-à-dire la croyance vraie que nous désirons, est bel et bien là, comme dans le cas du bon café que nous avons de toute façon, n'est-ce pas? Nous ne nous soucions absolument pas de la question de savoir de quelle manière, n'est-ce pas, cette croyance a été produite. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fiabilisme est incapable d'expliquer pourquoi la connaissance a plus de valeur que la simple croyance vraie. Il se produit donc ce qu'on a appelé une forme de noyage ou de submersion, si vous voulez, de la connaissance, de la valeur de la connaissance, qui procède de la manière suivante. Supposons que nous disions la connaissance est la croyance vraie fiable. Si une croyance est vraie, sa valeur ne sera pas augmentée du fait qu'elle sera produite de manière fiable. Donc, la connaissance n'a pas plus de valeur que de la croyance vraie produite de manière fiable. Vous voyez ? Autrement dit, vous noyez totalement la valeur de la connaissance. Donc, si nous voulons véritablement montrer qu'il y a plus de valeur dans la connaissance que dans la croyance vraie, il y a peu de chances que le fiabilisme nous permette d'y parvenir. Mais est-ce à dire qu'il soit le seul à ne pas réussir à nous faire à nous donner raison, n'est-ce pas, de cette intuition? Bien, en vérité, ce qui semble plus juste de dire, c'est que toutes les formes d'analyse de la connaissance qui soutiennent que ce qui transforme en connaissance une croyance vraie, c'est telle ou telle propriété, vous voyez, qui n'a elle-même de valeur qu'en tant qu'elle est un moyen de parvenir à une croyance vraie, va se trouver exactement confrontée au même problème de la submersion. Et donc, vous voyez, c'est un problème très sérieux qui a des implications importantes sur notre manière de réfléchir à ce que devra être une bonne présentation de la connaissance. Alors, je m'arrêterai là aujourd'hui, je commencerai la fois prochaine par l'examen de quelques solutions quand même qu'on peut avoir, même en restant dans cette perspective, n'est-ce pas, pour montrer que peut-être que l'on peut trouver à la croyance vraie un certain nombre de caractéristiques qui permettent d'éviter ce caractère donc de submersion auquel semble malheureusement condamner les perspectives que nous venons de voir pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Au revoir.